déjà, bonjour. Alors le petit que vous voyez sur l'image, c'est mon petit frère. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Quand la dernière fois que je l'ai vu, il était avec ma mère. On était à l'hôtel parce que bon, l'ASE ne laisse pas ma mère avoir une bonne situation. Aujourd'hui, il a 6 ans, il va aller en CP et j'ai même pas pu voir sa tête aller en CP. En fait, je pourrais jamais aller le chercher à l'école parce que l'ASE nous l'a enlevé. Ça fait 30 mois aujourd'hui qu'il est passé et qu'on ne sait pas où il est. On n'entend pas. Contrairement à certains enfants qui ont subi en foyer, moi j'ai eu la chance de ne pas subir. Parce que je suis tombée sur un bon foyer. Sauf que j'ai été une des seules à tomber sur un bon foyer. Parce que mes frères et sœurs, ils n'ont pas eu la même chance. On a été séparés à 7 ans. Moi j'ai été dans un très bon foyer, il n'y avait pas de problème. Mais mes frères et sœurs, ils se sont retrouvés à Sucy-en-Brie. Et Sucy-en-Brie, il y a un très gros réseau pédocriminel là-bas. Et ma sœur qui n'a pas voulu témoigner parce qu'aujourd'hui, les dégâts psychologiques aujourd'hui que ça lui a fait, et moi j'ai été spectatrice de tout ça en fait. J'ai pas pu agir, je voyais ça. Quand j'allais voir ma sœur une fois par mois, je la voyais. Elle était mal habillée, ses cheveux décoiffés, elle avait des traces de blessures, elle était démolie effectivement, comme le dit ma mère aujourd'hui. Et c'est pour pas voir des prochains enfants comme elle, comme ça, et c'est aussi parce que aujourd'hui, ces petites bouilles là que vous voyez là, c'est à lui, c'est lui. Et c'est parce que l'affaire sur Paris ne s'est pas bien passée qu'ils se sont pris à ma mère. Elle a porté plainte et exactement. Donc déjà j'aimerais remercier tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui parce que c'est dur. Et c'est super important d'être là aujourd'hui, donc franchement je vous remercie. Et moi j'ai été placée 10 ans, et pendant 10 ans j'ai souffert d'être différente des autres parce que j'étais placée et d'être traitée différemment. Les différents traitements des différents foyers, parce que je ne suis pas passée que par un foyer, il y en a eu d'autres. Des foyers dans lesquels on laissait les enfants harceler les autres sans qu'il y ait d'agissement. Parce qu'en foyer j'ai été harcelée aussi. Et ma sœur aussi a été harcelée en foyer et il n'y a eu aucun agissement dessus. Ils ont fait partir ma sœur quand elle s'était fait harceler en foyer, alors que l'harceleur était encore dans le foyer. Il y a eu une histoire aussi. Elle s'était faite frapper par un jeune avec un extincteur. Ils ont mis le jeune dans le même foyer que mon frère. Pourquoi ils ont fait des trucs comme ça? Ils provoquent. C'est une provocation. Donc je vais la faire courte parce que je pense qu'on n'a pas tout le temps de parler aujourd'hui. Mais en tout cas, allez sur le site justement, leroyadisparu.wordpress.com, vous y trouverez toutes les informations sur l'affaire. Et en tout cas, aujourd'hui, merci beaucoup du soutien que vous apportez à toutes ces familles et merci d'être là. Et puis aussi pour ceux les jeunes qui justement n'ont pas le courage de témoigner, vous pouvez témoigner même en portant votre masque. Moi aujourd'hui j'ai descendu mon masque parce que j'en peux plus tout simplement. Mais vous pouvez le faire en anonyme, vous pouvez témoigner, ça peut toujours aider et ça aidera beaucoup de personnes aujourd'hui, comme ça a pu m'aider moi, même ma famille, et comme ça pourra aider mon petit frère aussi. Bravo. Bonjour à tous, donc moi je suis Sylvie Finger, la maman de Célie, Stacy et Richie, donc une première affaire de placement abusif et pédocriminalité qui a démarré dans le Val-de-Marne dans les années 2009. Donc je me suis battue pendant 10 années pour mes 3 enfants, Célie, Stacy et Richie. Donc Richie qui est la sœur, Stacy qui est la sœur jumelle de Célie, qui a elle été beaucoup victime de beaucoup de violences, abus, qui ne peut pas témoigner aujourd'hui parce que c'est très très dur de témoigner. Elle montre son visage, elle est reconnue partout. Elle a 18 ans. Donc sa sœur a pu témoigner. Donc moi je me bats depuis 10 ans contre ce réseau parce que pour moi déjà l'aide sociale à l'enfance qui fournit, qui alimente le réseau pédocriminel, c'est l'ASE. L'ASE en volant des enfants à des parents, l'ASE qui cible des parents. Donc les deux, il faut vraiment relier les deux quoi. Il n'y a pas de place, enfin ça marche ensemble ces deux trucs là. Il y a des disparitions d'enfants dans ce pays. Mais il y a beaucoup de placements abusifs et on se rend compte qu'il y a beaucoup de mères ou pères, on s'attaque à des familles, il n'y a personne autour qui va pouvoir les défendre.
On va aller chercher des parents aussi qui ne connaissent pas leurs droits. On va attaquer beaucoup de femmes étrangères aussi. Moi, dans le Val-de-Marne, en banlieue, mes filles sont métisses. Je me suis rendu compte qu'on arrachait beaucoup d'enfants maghrébins, africains et métis. Énormément d'enfants métis. Donc il y a une sélection sur certaines catégories d'enfants. On arrache aussi énormément d'enfants autistes. Aujourd'hui, en France, on a des foyers qui craquent, qui débordent. Moi, déjà, depuis quelques années, je suis au courant, parce que dans mon quartier même, il y avait des enfants qui étaient arrachés. Il y a des gosses qui sont en Belgique, parce qu'il n'y a pas de place en France. Donc en France, le réseau, il est étendu avec beaucoup de pays. C'est international ce qui se passe là. Donc moi, dans mon dossier judiciaire dans le Val-de-Marne, j'ai découvert de la triponctuation maçonnique. J'ai porté plainte donc après des agressions, donc des violences, le père. Je demande une protection de 6 mois pour mes enfants parce qu'ils étaient en danger, le père était dans le quartier. Ils avaient subi des agressions de la part de la compagne du père. J'ai porté plainte, la juge n'a même pas écouté les enfants et elle a renvoyé les enfants chez le père et la compagne maltraitante. Moi j'ai été écartée. À partir du moment où j'ai eu des visites médiatisées au foyer, pas dans un point rencontre, et j'ai commencé à réaliser ce qui se passait autour de moi et ce qui se passait surtout sur les enfants. Donc j'ai remarqué qu'il y avait une petite catégorie d'enfants qui était mis devant, qui était toujours bien propre, bien mis. Et puis derrière ça, dans ce même foyer, il y avait des enfants en très mauvais état. Alors je suis rentrée dans ce foyer et dans d'autres, à plusieurs périodes, pendant plusieurs semaines. Et j'ai vu de mes yeux la dégradation de ces enfants qui sont maltraités, qui sont abusés sexuellement. C'est un truc fulgurant, je suis traumatisée, jamais ça sortira de ma tête. Et j'ai vu mes gosses aussi à moi, et ma fille Stacy, et mon fils Richie, craquer, comme il a dit le papa tout à l'heure, des enfants qui deviennent fous, sans repère, des enfants qui développent des gros troubles de comportement, des enfants qui ont des problèmes de santé, de dos, de hanches, tout ça donc dû aux abus. Donc moi je suis une maman, j'ai fait des petites enquêtes et j'ai pas hésité à faire des planques dans le pays. J'ai des preuves. Et j'ai commencé à faire du bruit dans le Val-de-Marne toute seule. J'ai commencé devant des tribunaux. J'ai fait des occupations seule avec un mégaphone. J'avais des audiences, je faisais des appels à rassemblement. Ensuite, je porte plainte pour... donc en 2007, je dépose plainte pour les violences qu'a subi ma fille. Des agressions, des mutilations. Jusqu'aujourd'hui, la plainte, elle n'est pas traitée. Donc ça fait plus de 10 ans que je dénonce toutes les violences sexuelles sur les autres enfants. Les plaintes, elles sont jetées à la poubelle. Enfin non, on me barre la route avec les 3 points. Parce que dans leur triponctuation maçonnique, dans leurs petits symboles qu'ils mettent dans certains dossiers judiciaires, nous on sait ce que ça veut dire la triponctuation. Et on sait que quand dans un dossier, on vous met 3 étoiles en ligne, ça ne veut dire que tu ne passes plus. Ton dossier ne peut plus passer. Donc quelle que sera la personne, que ce soit la police, des médecins, un foyer, un juge qui a les documents en main, quand vous avez des étoiles dans le dossier il est verrouillé. Donc je fais partie de cette catégorie de parents qui sont ciblés pour alimenter le réseau. Donc on fait des enfants pour leur réseau. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir des enfants et de fonder une famille. Pas pour qu'ils finissent violés, pas pour qu'on les amène dans des rites et qu'on les sacrifie, pas pour qu'on les mutile. Eh bien, dans mon dossier judiciaire, depuis plus de 10 ans, je suis déclarée comme une maman qui a des graves troubles psychiatriques et qui ne peut pas s'en occuper. Donc j'ai dû fuir pendant des années, j'ai jamais été tranquille. Toutes mes demandes de logement dans chaque département où je vais, elles sont systématiquement jetées à la poubelle. Donc on voit bien que tous les organismes sont ensemble, hein. Le médical, le psychiatrique, le judiciaire, les CMP, enfin il y avait tout ça autour de moi. J'ai pris un feutre un jour et j'ai commencé à faire un petit schéma pour voir un peu ce que j'avais autour de moi. Et à partir de ça, avec des gens avec qui j'ai travaillé, on a tiré des schémas. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes ciblés. Donc ce que je vis moi, tout le monde peut le vivre demain. Moi, dans 2 ans, j'ai 50 piges. Mes grands-parents se sont battus, ils ont fait la guerre. On est en guerre. C'est une guerre silencieuse. Elle avance tout doucement, elle ne fait pas de bruit. Mais elle fait autant de dégâts que si on était bombardé. Elle fait autant de morts. C'est tous les jours des enfants qui sont enlevés.
pour des motifs futiles, pour des suspicions. Ils n'ouvriront jamais d'enquête. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont fait enlever leurs enfants. Dans le dossier, il y a des suspicions d'abus sexuels. On va impliquer le père. Ils vont toujours utiliser le parent défaillant contre le parent protecteur. Les magistrats, dans beaucoup de dossiers, vont systématiquement confier l'enfant à celui qui maltraite l'enfant ou qui abuse l'enfant. Le parent qui veut protéger son enfant, il est écarté. De par mon parcours, collusion de fonctionnaires, de département à département, un tribunal, puis deux, puis trois, puis quatre, et chaque fois le même schéma qui se reproduit. Et les mêmes personnes, et les mêmes institutions, et les mêmes services autour de nous. Ils ont qu'à s'appeler, ils s'envoient un message. Elle passe, elle est dans ta région, barrez-lui la route. J'ai fui à Bordeaux en 2017, septembre 2017, pour fuir de nouveau un enlèvement de mon bébé. Lui, quand ils me l'ont volé, il avait 3 ans et demi à Bordeaux en crèche. Il n'était pas maltraité, il était bien soigné, il était heureux. Il était suivi par des médecins. Il avait un problème d'hyperactivité. Eh bien, ils ont écarté tous les bons médecins. Le magistrat, il avait tout ça dans les mains. Mais il n'a pas hésité à me faire arracher mon enfant à la crèche et à le placer au secret. Donc Leroy, il a été placé au secret pendant... là, ils ont soi-disant levé le secret il y a 4 mois. Je sais dans quel foyer est mon enfant, mais j'ai toujours pas d'interlocuteur dans le foyer. Donc un placement secret, tu ne pourras pas parler à l'éducateur qui suit ton enfant. Tu ne pourras pas savoir où il est ton enfant. S'il est malade, on ne te prévient pas. Si on l'opère, on ne te demande pas ton autorisation. S'il subit des abus, on ne t'appelle pas. S'il est scolarisé ou pas, tu n'as pas besoin de savoir, on ne t'envoie pas les bilans scolaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend ton enfant, tu fermes ta gueule, hein, tu vas une fois par mois, 60 minutes voir ton enfant. Comme j'ai dit au juge, 60 minutes par mois, c'est 12 heures par an. Où elle est ma place? 12 heures par an pour recréer un lien avec mon enfant. Donc en fait, il se substitue complètement à ton rôle de parent. Mais le pire, c'est que ce qu'ont subi mes autres enfants dans le premier placement dans Val-de-Marne, bien Leroy le subit aussi aujourd'hui, puisque j'ai affaire aux mêmes personnes. On a juste changé de ville et de département. Donc là, c'est le réseau de Bordeaux. Et à Bordeaux, je rencontre les mêmes problèmes qu'à Créteil. On me barre la route, je dépose des plaintes, j'alerte. J'en suis à je ne sais pas combien de plaintes. Aucune plainte de traité. 2 expertises psychiatriques. Là, le dernier juge qui est sur ce dossier, qui a placé Leroy au secret pendant 2 ans et qui a coupé tous les liens avec sa famille et qui ne leur donne pas des droits de visite, il a levé le secret. Mais moi, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait avec mon fils là, depuis 30 mois? Eh bien, en 30 mois, il a été déplacé de foyer plusieurs fois. 5e famille d'accueil. Vous imaginez un enfant de 3 ans et demi? Est-ce que c'est sécure pour lui? Quand on sait qu'aujourd'hui, dans les foyers et les familles d'accueil, il y a beaucoup d'abus de maltraitance. Stécie, sa sœur, il y a des plaintes pour maltraitance en famille d'accueil. Les juges vous mettent dans le jugement que c'est en cours d'instruction. En fait, il n'y aura jamais d'instruction. Stécie, elle n'a jamais été convoquée, elle n'a jamais témoigné. Malgré toutes les plaintes, toutes les preuves que j'ai apportées. Aujourd'hui, c'est Leroy. Donc Leroy, en 30 mois, j'ai pu le revoir une fois, en 2019, avril. Le premier juge qui a placé l'enfant, il m'avait mis des droits de visite une fois par semaine. J'ai trop dénoncé, j'ai fait des tracts, j'avais une audience en juin. Eh bien la veille, 2 jours avant, ils m'ont placé en garde à vue 35 heures. J'avais un état de santé préoccupant, j'ai un cancer, je me bats. Ils m'ont mis en garde à vue 35 heures. Ensuite, ils m'ont gardé en garde à vue 35 heures, j'étais en mauvais état, ils m'ont bien fatigué. J'avais une audience de prévue le 14 juin, pardon. Et bien ils m'ont foutu en garde à vue, ils m'ont relâché le soir très tard. Et ils m'ont avancé mon audience d'1 journée. Pour que je me retrouve toute seule sans soutien. En plus, l'avocat qui devait venir me défendre, dans le réseau aussi, donc elle m'a laissé tomber. Il faut savoir que nous qui nous battons depuis des années, il y a des gens qui disent oui mais tu n'acceptes pas l'aide. Je me suis fait énormément approcher par des infiltrés. Alors les infiltrés, ce sont des agents, ce sont des fausses victimes, ce sont des fausses associations qui vous approchent pour voir votre dossier, qui vous demandent des pièces. Et arrivé là, ils vont vous plonger votre dossier dans le néant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans j'ai regardé mes enfants se faire démolir. 10 ans j'ai alerté. 10 ans j'ai été censuré, sali, discrédité. Des rumeurs.
je serais folle, je serais sale, je serais escroc, j'aurais arnaqué des gens. Enfin, j'entends tout et n'importe quoi sur moi. En tout cas, je suis là depuis 11 ans et je me bats pour mes gosses. Aujourd'hui, je me bats pour lui. Mais j'ai pas pu les sauver, eux, les plus grands. Lui, je sais pas si je pourrais le sauver. Je l'espère et je suis là pour ça. Mais je suis aussi là et surtout pour sauver tous ceux qui arrivent derrière nous, là. Nous qui avons 50, 60 ans. Vous, la jeunesse, là. Tous ceux qui veulent avoir des enfants, tous les jeunes couples, les jeunes parents. Il faut qu'on vous explique ce qui se passe quand vous allez voir des assistantes sociales, que vous acceptez de l'aide. Il faut qu'on vous explique là où vous mettez les pieds. Il faut qu'on vous dise qu'il faut faire attention. Là et là, on peut vous arracher vos enfants pour n'importe quoi. Il faut que vous soyez prévenus. Parce que la seule façon de les combattre aujourd'hui, c'est de s'instruire et de chercher à comprendre ce que vous avez autour de vous. Et ensuite, de rallier tous les forts, tous ceux qui n'ont pas peur. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir faire craquer, descendre tout ce réseau de merde. Donc foyer, placement, pédocriminalité, tout ça c'est la même chose, c'est le même réseau, c'est les mêmes personnes qui tiennent tout ça. Le système, l'oligarchie en place, les francs-maçons, on est dans tout ça. Merci. Alors j'ai un site qui s'appelle leroyadisparu.wordpress.com où vous trouverez toutes les informations et toutes les pièces judiciaires parce que la justice le sait, je le dis chaque fois que je dépose des plaintes, tout est public. L'État, le peuple doit savoir ce qui se passe. La télé censure, les médias censurent, ils sont avec eux, donc on est obligé de passer par des médias alternatifs, des médias de la résistance. On a besoin de vous, vous êtes capital pour réinformer, pour montrer tout ce qui est caché. Parce que devant, on vous dresse un joli tableau. Mais quand vous allez derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est d'une ampleur. Et moins on en parlera, et plus on censurera les dossiers, et plus ils vont pouvoir continuer leur petit trafic tranquille. Donc plus on en parle, hein, c'est pas des tabous ça, faut arrêter. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Plus on va en parler de la pédophilie, et plus on aura de chance de protéger nos enfants. Parce que tout le monde sera au courant. Donc à un moment, ils ne pourront plus les enlever, les enfants. Parce que moi, j'ai rêvé beaucoup de fois de prendre les armes. Hein. Vous imaginez bien pourquoi lui, ils l'ont placé au secret. Parce que mes autres enfants n'étaient pas en placement secret. Et j'allais autour du foyer et j'ai enquêté. Et j'ai compris vite ce qui se passait. Donc certains soirs, autour de certains foyers dans notre pays, eh bien, il y a des gens, il y a du trafic, il y a des gens qui entrent dans les foyers. Et ils font des petites soirées avec nos enfants, ils viennent chercher des enfants. Et puis ils les emmènent, et puis ils s'amusent avec les gamins. Vous vous rendez compte un peu? Protection de l'enfance. La prison. Donc c'est tous ces gens qu'il faut foutre en tôle. Tous ces faux professionnels qui font des faux rapports. Tous ces juges qui bafouent, qui violent leur serment. Donc on a un nouveau ministre de la Justice. Hein. J'espère qu'il ne va pas faire comme Taubira, qu'il ne va pas faire comme toutes les autres ministres de la Justice qu'on a eu. Hein. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir non plus parce que quand je vois les dégâts qu'il a fait sur l'affaire d'Outreau, hein, j'ai pas trop confiance en lui. Mais je lui ai encore écrit récemment, je lui ai dit, il va vraiment falloir que tu t'occupes du problème, monsieur Dupond-Moretti, parce que si tu t'en occupes pas, maintenant ça appartient au peuple. Si les forces de l'ordre ne pouvaient pas nous protéger, hein, parce que vous avez des ordres et que vous vous chiez dessus les mecs, eh ben nous on prendra les armes et on les protégera nos enfants. Parce que nos grands-parents, ils n'auraient pas baissé la tête. Vous ne seriez pas rentrés dans nos maisons avec des services sociaux et des flics. On aurait eu des fusils à pompe et on vous aurait chassé vite. Mais aujourd'hui, on est patient. Ça ne pourra pas se régler comme ça, quoique. Hein? Si vraiment on est au désespoir, il faut qu'on les protégera, les enfants, on ira les chercher, on les mettra dans les caves. Mais il faut arrêter cette machine à tuer, c'est pas possible. Hein? Vous êtes d'accord? Donc il faut de plus en plus de monde dans les rassemblements. Je suis content de voir autant de monde parce qu'en 11 ans, j'ai jamais vu autant de monde dans un rassemblement. Ça veut dire que ça bouge. Et oui, la peur va changer de camp. Et oui, le combat il est long. Mais on va y arriver. Parce que on a atteint le pire. Vous pouviez toucher à tout.
à nos portefeuilles, à nos emplois, à nos retraites, hein, bien que ça met des gens dans la merde. Mais les enfants, c'est interdit. Et là, il faut partir en guerre. Et on y est, hein, sinon vous ne seriez pas là tous. Donc merci beaucoup. Vous me trouvez sur Facebook, j'y passe de temps en temps pour publier. Sylvie Christine Finger. J'ai aussi plusieurs chaînes sur YouTube. La chaîne Roots, Soldier Roots Combat, la chaîne Rasta Denver, Leroy 971. Et puis il y a un blog aussi sur Facebook qui s'appelle Libérer Leroy. Et j'ai aussi un mail contact, donc soldier.combat@gmail.com ou rootsguerilla@gmail.com. Merci beaucoup à tous d'être là et une grande force à tous les parents et toutes les victimes qui ont eu le courage de venir aujourd'hui. On est tous dans la même merde. Ouais. Jonathan. Eh ben, alors Sylvie a fait la bonne transition, on va dire, parce que dans la mesure elle a parlé de l'affaire Outreau, et donc on va pouvoir justement, on va avoir un témoignage direct dans cette affaire-là. Vous avez le jeune homme, Jonathan, d'accord? Je vais lui donner la parole, et vous allez tout comprendre avec lui, ok? C'était un des gamins qui était dans l'affaire Outreau. Jonathan. Alors bonjour à tous. Alors je remercie tout le monde d'être là aujourd'hui. Oui, merci. J'ai préféré écrire parce que l'oral c'est pas trop mon fort. Après toutes ces années, oh putain j'ai la main qui tremble. On dévoile. Après toutes ces années, on ne dévoilera jamais assez de ce qui peut représenter l'affaire Outreau dans le cœur des Français. Comment peut-on encore 20 ans après venir contester la parole des enfants dans cette affaire résumée aux yeux de tous comme la plus grande mascarade des fiascos judiciaires du XXe siècle? Je m'efforce encore aujourd'hui d'essayer de le comprendre et pourtant trop de doutes subsistent encore dans la tête des Français. Il y a pourtant certaines choses qu'on ne pourra jamais contester ni remettre en doute. Il est difficile de pouvoir se faire une raison quand on ne nous a jamais donné l'occasion de se défendre. Il est facile de s'en prendre à une victime de 10 ans, défendue par 2 avocats qui n'ont jamais pris la peine de monter au créneau, lorsqu'on se faisait démonter par les 19 avocats de la partie adverse. Je suis désolé. Il était difficile de se défendre quand nous étions écartés de la scène médiatique, eux qui n'ont jamais pris la peine de lire les 32 000 pages du dossier et qui ont préféré se focaliser sur ce que les avocats de la défense racontaient à chaque interruption d'audience. Le dossier en lui-même ne reposant pas uniquement sur nos dires, à nous les enfants, mais étant incontestablement impossible à défendre. Il a fallu improviser à la dernière minute une stratégie visant à inverser les rôles. Comment on s'est retrouvé dans le box des accusés à la place de ceux que nous accusions, mettant les accusés en spectateurs à la disposition des médias. Et nous, les enfants, nous nous retrouvions comme coupables de ce que nous dénoncions. Qui peut imaginer le contexte psychologique vécu à ce moment-là, se retrouvant à la merci de ceux qui se sont bâtis une carrière dans l'affaire Outreau, dont excusez-moi l'expression, dont un cocaïnomane qui n'a pas eu de scrupule à auditionner une petite fille de 7 ans pendant des heures sans interruption, qui finira par se pisser dessus tellement elle n'en pouvait plus. Tous les coups étant donnés à ce moment permis, comme pour venir exterminer le travail des experts psychologues qui étaient en réalité nos pièces maîtresses du dossier. Un président d'assises à côté de ses pompes qui s'est vite retrouvé débordé et dépassé par la situation. Des questions absurdes posées par les avocats de la défense
qui se réjouissait de nous assommer de questions avant même de nous laisser répondre. Qui sait aussi que nos avocats mangeaient avec les avocats de la partie adverse. Par la suite, on essaiera tout de même... Excusez-moi. Tu t'en sors? Attends juste. Il reste une partie. Alors. Par la suite, on essaiera de même de nous faire croire que ma mère est sortie de prison en 2011. Mais comment expliquer qu'à cette période, elle m'envoyait des courriers se prétendant être en vacances, qui aujourd'hui peut jouir de tels privilèges alors qu'on est censé être incarcéré. Qui sait qu'il lui aura fallu 9 mois aux services sociaux pour interrompre les visites chez nos parents, alors que des dizaines de rapports alertaient le caractère de violence de lequel nous vivions et des faits de viol que nous commencions à dénoncer. Ce sont ces mêmes services qui, le 22 mai 2011 au soir, la veille de mes 18 ans, me demanderont de partir sans un sou livré à moi-même. Qui sait qu'un accord avait été convenu entre les avocats de la défense et le parquet pour que le procès de Daniel le grand-fils, visant la période où il était mineur, ne soit jamais audiencé. Il aura fallu 9 ans et 4 mois et l'aide d'une association pour que la justice se réveille. La défense avait-elle des intérêts communs pour que cela ne se reproduise pas? Alors que je rappelle que l'un d'entre eux expliquait dans ses auditions qu'il violait les enfants en échange d'argent et de drogue que mon père lui donnait. Franck Clavier, un acquitté d'Outreau qui a touché tout de même pas loin de 500 000 € pour avoir soi-disant fait de la prison pour rien et qui, quelque temps après l'affaire d'Outreau, se fera condamner à 18 mois de prison avec sursis alors que l'une de ses filles l'accusait d'attouchement sexuel. Il est pour une 3e fois poursuivi par la justice pour des faits dénoncés par sa fille aînée d'attouchement sexuel et viol. Bizarrement, plus de nouvelles. Un autre qui a touché 2 200 000 €. 2 200 000 € pour avoir passé 3 ans en prison pour rien, avait expliqué à l'époque avoir violé ses enfants, mais qu'à l'époque il ne savait plus où il en était. Nous les enfants avons touché 32 000 €, prime d'une dure réalité pour s'être fait sodomiser par ceux que le gouvernement protège. J'ai passé des années en famille d'accueil et foyer. Hey! Bravo! Hey! Hey! J'ai passé des années en famille d'accueil et foyer, frappé, privé de nourriture, humilié par des punitions à la limite de la torture. Le 9 novembre sera le jour de votre jugement, celle de la sortie de mon livre. À ceux qui ont voulu enterrer l'affaire d'Outreau, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. N'oubliez jamais ce visage, Éric Dupond-Moretti, comme le premier jour de 2004 où on s'est rencontrés pour la première fois et que tu m'as ouvertement traité de menteur. Tu m'as humilié devant des centaines de milliers de Français. Te souviens-tu quand tu m'as demandé quelle était la couleur de la tapisserie de la pièce où je me faisais violer? Ou à savoir si j'avais été violé par une girafe? Sache que je ne t'ai pas oublié et qu'il va falloir maintenant assumer. C'est en 2000 que ma vie a basculé. Sans l'ombre d'un doute, j'ai accusé, on m'a humilié. J'ai à plusieurs reprises réitéré... J'ai à plusieurs reprises réitéré mes propos sans jamais faillir à mes premières auditions. Et j'ai toujours raconté les choses de la même façon. Je n'ai jamais demandé cette vie et pourtant c'est ainsi qu'on me l'a présentée. J'y repense souvent, j'ai des événements, des flashs, des souvenirs, des visages, comme la fois où mon père m'a suspendu du 5e étage et est parti en me laissant me rattacher à la vie à la force de mes bras jusqu'au moment où on est venu me récupérer. Je me demande souvent pourquoi en est-on arrivé là? Comment et pourquoi personne n'est capable de répondre à ces questions? J'ai besoin de réponses, car c'est humain de chercher à comprendre. J'ai à plusieurs reprises incité les personnes à lire mes auditions au moment des faits, lorsque j'avais 5 ans, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il m'est arrivé. Mais en France, il est plus facile de juger que de chercher à comprendre. Je suis aujourd'hui face à un dilemme. Au-delà de l'espoir que peuvent représenter les mots, un avis, une conviction, un choix et surtout un combat mené pour nos enfants. Chaque année, environ 150 000 enfants sont agressés ou violés en France. De quoi donner le vertige. Mais ça n'a pas l'air d'éveiller les consciences plus que ça. Quand nous poserons-nous enfin les bonnes questions? Faudra-t-il une certaine forme de légalisation de la pédocriminalité en France, même si cela est déjà un peu le cas?
Un quart de la population française a déjà été confrontée à une agression sexuelle ou autre, soit 15 millions de personnes. Est-ce que cela est normal en 2020? Je dépense beaucoup d'énergie pour mener à bien cette lutte, mais au-delà des mots, j'ai besoin d'actes. Si vous êtes des milliers à descendre dans la rue pour la hausse du prix de l'essence, seriez-vous capable de descendre dans la rue pour défendre les droits des enfants? Continuerez-vous à regarder vos enfants dans les yeux comme si de rien n'était? Il serait temps de penser au monde que vous laissez derrière vous, car il arrivera un jour où il sera trop tard. On dit que l'écriture a un vrai pouvoir de guérison, et c'est aussi ce que je ressens. Comme ressentir le fait de vous faire partager ma vie, et pourtant je cherchais juste à être aimé. C'est tout ce que je demandais. C'est le devoir de chaque parent. J'aurais aimé avoir la force de leur demander pourquoi nous avoir infligé ça. Je n'ai pas demandé la vie que j'ai eue, ni demandé à être connu, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas demandé à connaître la douleur, les cauchemars, les doutes, les cris, les pleurs. Je n'ai pas demandé à connaître les maisons d'enfants, l'aide sociale à l'enfance, les familles d'accueil, les foyers, les centres d'éducation renforcés, la rue, la psychiatrie. Je demandais juste une vie simple et rien ne pourra réparer ce que j'ai vécu. Nous avons une vie et mille et une façons de réaliser nos rêves. Je reste debout et je me bats car je n'ai pas le choix, un choix auquel on ne m'a jamais convié. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, ni ce que l'on peut ressentir. Le jugement, le mépris, le regard des autres, le fait de se sentir sale, le dégoût et le peur de tous, le fait que cela vous poursuivra toute votre vie, que vous le voulez ou non. On me dit souvent de faire de ma vie un rêve et de mes rêves une réalité. Mais de quel rêve me parle-t-on? De quelle vie me parle-t-on? Une vie à essuyer mes larmes, à devoir me justifier constamment, à réparer les erreurs des autres, et ce poids sur mes épaules est lourd. J'essaie juste de changer un peu les choses à mon échelle. Je me sens tellement responsable de ce que peut représenter la parole des enfants aujourd'hui depuis l'affaire d'Outreau. Mais sachez que je fais de mon mieux pour que cela change. À travers tout ce que je viens de vous dire, il y a un point essentiel sur lequel on ne peut faire impasse. Nous avons un seul et même combat, les enfants. Et aujourd'hui, je voudrais mettre un point d'honneur sur le fait que nous devons tous et toutes nous battre ensemble pour ces enfants, pour nos enfants. Et on n'y arrivera pas seul, mais en unissant nos forces et nos causes. Une victoire est possible, un combat ne peut pas fonctionner sans l'autre, restons unis, et c'est de cette façon que nous les saurons. Je remercie tout le monde, vraiment, merci à tous.